Bonjour à tous, avant de vous laisser avec ce nouvel épisode d'Arcanum Fabulas, sachez que vous pouvez désormais nous retrouver sur Instagram. C'est avec plaisir que nous échangerons avec vous. À très bientôt. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 4. On raconte dans une ancienne légende qu'au moment où la mort croise notre destinée, elle est précédée par des chanteuses dont le rôle est de nous envoûter pour que nous acceptions sans peur et sans réticence de nous laisser tirer hors de la vie. Ces chants presque magiques que nous entendons au moment fatal permettent à la mort d'approcher sans que nous la remarquions. Le chant des Dames de la Mort. Épisode 4. Les messagers de la lune jaune. La quinte de toux fut si forte que Gark eut l'impression que ses poumons allaient sortir de sa poitrine. Une douleur violente déchira son torse de haut en bas et il se dressa d'un bond prêt à un combat perdu d'avance contre lui-même. Son grand âge, sa fatigue, sa longue et pénible maladie, tout concourait à le pousser à stopper une lutte inutile, à affronter avec résignation cette affreuse souffrance qui lui était devenue trop familière. Il venait de dormir un peu, trop peu. Par la fenêtre de la petite case qui lui servait d'abri, il vit que la nuit était tombée. « Le moment est peut-être venu, pensa-t-il à haute voix. « Peut-être venu, insista-t-il. Il sortit pour découvrir la place du village totalement déserte. De la forêt alentour ne sortait qu'une pénombre empreinte de mystère. Dans le ciel, une immense lune jaune, ronde et rassurante rayonnait d'une pâle lumière qui arrachait à la nuit quelques bribes de secrets que l'obscurité s'obstinait à dissimuler. Gark salua la lune. Comme tous les membres de la tribu, il voyait en elle une déesse bienfaitrice, la seule qui osait affronter les monstres de la nuit pour guider de sa lumière incertaine les hommes égarés dans la pénombre. Ce soir-là, la divinité avait pourtant une couleur particulière, une couleur que Gark ne lui avait encore jamais connue. Non pas que l'astre ait changé, mais c'était le vieil homme qui était différent. « Tout est en place, pensa-t-il, tout est en place. Plus de doute, le moment est venu. » Il regagna sa case, prit quelques branchages entreposés là pour le feu et s'empara également d'une torche qu'il extirpa avec prudence du foyer. Avec un bien étrange cérémonial, il fit un grand feu juste devant la porte de sa hutte. Il retourna s'allonger et attendit. Le temps passa, paré de silence, entrecoupé de cannes de toux, troublé parfois par des cris d'animaux qui venaient de la forêt. Gark pouvait reconnaître chacun d'eux. Il s'amusa un peu à les identifier, puis tout se mélangea, et, sans s'endormir vraiment, il prit le chemin d'une demi-conscience, l'âme brumeuse, où les rêves se mélangent au réel. La nuit avait sérieusement vieilli lorsque l'on franchit enfin la porte de la hutte. Gark s'éveilla avec un large sourire et prit le temps de dévisager les nouveaux venus. Une jeune femme aux longs cheveux foncés et au regard noir et perçant, et un petit garçon à la bouille toute ronde. Tous deux portaient une longue robe blanche qui permit au vieillard de les reconnaître de suite. « Entrez, entrez !» insista-t-il comme s'il avait peur que les deux nouveaux venus ne se ravisent et fassent demi-tour. « Asseyez-vous !» Il se coupa pour tousser bruyamment. « Près du feu, c'est là que vous serez le mieux. » Gark avait retrouvé une étrange vitalité qui ne dissimulait toutefois pas la souffrance qui l'habitait.
Chacun de ces gestes empressés se terminait par un rictus de douleur ou s'interrompit dans une violente quinte de toux. À chaque fois, le vieil homme s'excusait avec un sourire peiné et empreint de pudeur. Se montrer sous ce jour peu glorieux le faisait autant souffrir que la maladie. Ayant pris place en face de ses hôtes, il sortit de sous la couverture de peau qui lui servait de lit un long calumet qu'il bourra de feuilles de coca séchées et qu'il alluma. « J'ai besoin de combattre la douleur, expliqua-t-il à ses vis-à-vis, comme s'il voulait se justifier. Je veux rester serein pour vous parler. Votre mission est tellement importante, tellement importante. » Une nouvelle quinte encore plus violente prouva que la coca n'avait pas encore rempli son rôle. Garc, le souffle coupé, posa sur le sol la pipe et porta ses mains à son cœur. Il retint un râle de fatigue et de souffrance. Le jeune garçon eut un geste pour porter assistance au vieillard, mais ce dernier l'arrêta d'un mot. « Merci, merci, mais ce n'est pas la peine. Cela va aller. » Pour illustrer ses propos, Garc se redressa. Il reprit son calumet et tira quelques taffes. Après une courte pause, il eut enfin de nouveau la force de parler. « J'ai été roi, vous savez, le plus grand roi que la vallée n'a jamais connu. Quand j'avais à peine 20 ans, il y avait plus de 6 tribus qui se partageaient le territoire entre la grande rivière, vers le lever du soleil, et la montagne grise. » Il eut un sourire en se souvenant de ce temps-là. « Vous vous rendez compte ? Plus de 6 tribus sur un territoire qu'un homme de mon âge ne mettrait pas plus de 20 jours à traverser. » La jeune femme et le jeune garçon écoutaient le vieillard avec attention, mais sans réagir d'aucune manière à ses paroles. Garc ne s'offusquait pas de cette apparente indifférence. Il savait qu'il devait en être ainsi. « 6 tribus, poursuivit-il, et 6 rois aux talents inégaux. Mais combien de guerres ? Des dizaines. » Garc tira sur sa pipe une longue bouffée. La douleur se cachait un peu, enivrée sans doute par la fumée hypnotique des feuilles de coca séchées. « Je n'étais pas choqué à l'époque par cet état de fait, et j'y voyais bien au contraire une occasion unique de m'illustrer. Mon père était l'un de ces rois, et bien avant sa mort, il fit comme moi. Il tomba malade et me laissa son trône. » Une énième quinte de toux, plus forte et plus violente, interrompit le vieil homme, qui crut l'espace d'une seconde qu'il allait perdre connaissance. Il serra les poings, ferma les yeux et entendit une étrange mélodie résonner dans la tête. Les dames de la mort s'annonçaient. « Pas maintenant ! Pas maintenant !» hurla-t-il avec frénésie. Il y avala quelques bouffées de fumée, cherchant dans la traîtresse coca l'ultime allié dont il avait besoin. Il reprit son récit, mais sa voix se fit plus fragile, plus tremblante, et chaque mot était le résultat d'une lutte de plus en plus inégale. Je fus pris d'une frénésie de pouvoir. Un léger déférent me fournit un prétexte idéal pour faire la guerre à mon voisin. Et puis, tout s'enchaîna. Jeux d'alliance, trahison, mariage, intérêt, guerre. En 2 hivers et 3 printemps, mon royaume prit le visage qu'il a aujourd'hui et sur lequel mon fils règne désormais. Des bords de la rivière à la montagne grise, tout nous m'appartenait. Garc se tut. Il avait de plus en plus mal et de moins en moins de courage pour affronter. Il entendait le chant des dames de la mort de plus en plus distinctement. Dès lors, j'ai connu tous les honneurs. J'ai pu accéder à tous mes caprices, et bien que j'ai toujours voulu être un bon souverain, juste et loyal, j'ai tout de même commis quelques abus. Il laissa aller un sourire au souvenir de l'un de ces abus qui lui avait sans doute procuré bien du plaisir. Mais ce n'est pas cela le plus important. Retrouvant un peu de force, Garc conta une mésaventure qu'il avait vécue à l'âge de 10 ans. Alors qu'il s'était un peu éloigné du village, il avait fait une chute et était tombé dans la rivière. Luttant contre les éléments, il était parvenu à échapper à cette dernière et, transi de froid, il s'était retrouvé allongé sur un banc de cailloux bien loin de chez lui. Un jeune homme d'une tribu voisine l'avait retrouvé là, à moitié inconscient, et lui avait porté secours. Le vieux roi raconta cette histoire avec une multitude de détails étonnants, décrivant son sauveur avec précision, rapportant ses paroles, expliquant ce qu'il avait reçu. Il mit plus d'1 heure à relater cette histoire apparemment anecdotique pour un homme de son rang, et il finit par conclure.
Je ne l'ai jamais revu. Et j'ai fini par l'oublier, longtemps, très longtemps. Quand la maladie a commencé à me guetter, quand la mort m'a prévenu qu'elle approchait, j'ai longtemps réfléchi à ce que j'allais vous dire, à vous, les messagers de la Lune jaune. J'ai longtemps médité pour savoir ce que je voulais transmettre. J'ai hésité entre quelques techniques guerrières de mon cru ou quelques pensées qui m'ont guidé dans ma gouvernance. Et puis cette histoire m'est revenue et tout est devenu limpide. C'est cela que je veux que vous transmettiez. Au soir de sa vie, le grand roi Garc a jugé que ce qui avait été le plus important lui est arrivé dans sa 10e année, car c'est la seule fois où l'on a pris soin de lui simplement parce qu'il était un être humain et non pas parce qu'il était un roi. C'est peut-être le seul instant où il a véritablement existé. La lune venait de disparaître sur l'horizon pour laisser la place à son grand frère le soleil, lorsque les 2 messagers de la lune jaune quittèrent la hutte de Garc. La naissance du jour vit la mort du grand roi. La jeune femme tira du foyer qui brûlait encore devant la case une longue branche enflammée et mit le feu à la demeure du vieillard, qui devint par là même sa sépulture. Tout brûla, ne laissant plus aucune trace de l'ancien seigneur. Au centre de la forêt se trouvait une grande clairière où se rassemblaient chaque matin, à l'aube, tous les messagers de la lune jaune. Ceux qui, dans la nuit précédente, avaient accompagné des personnes jusqu'aux portes de la mort, faisaient alors part à tous des souvenirs que le défunt voulait transmettre. Ce matin-là, une jeune femme prit la parole. Il était une fois un grand roi qui avait goûté à tous les pouvoirs, qui avait goûté à tous les privilèges. Au soir de sa vie, il ne voulait retenir et transmettre que le souvenir d'un jeune homme qui jadis, alors que le puissant seigneur n'était encore qu'un enfant, l'avait aidé sans aucune contrepartie. À son dernier souffle, le grand roi n'a voulu transmettre que le souvenir de la seule fois où on l'a traité comme un humain. Depuis ce jour, les messagers de la lune jaune racontent à tous les enfants de la tribu, parmi tous les souvenirs des morts, qu'ils transmettent le seul que le roi Garc a voulu laisser.